Bonjour, je vais essayer de vous parler des dents de requin et des raies que l'on trouve à l'état fossile, mais avant de vous présenter ça, j'ai besoin de faire une rapide présentation des deux groupes d'animaux qu'on nomme raies et requins, qui sont, pour rappel, des poissons. Alors ce ne sont pas des poissons classiques comme on en voit la plupart du temps sur nos étals de marché ou dans les aquariums. Ce sont des poissons dits cartilagineux. Ils sont dits cartilagineux parce que, au mieux d'avoir des os et des écailles osseuses, ils ont des éléments constitués de cartilage qui résistent beaucoup moins bien à la fossilisation. Et heureusement pour nous, on a d'autres éléments comme les dents et éventuellement les denticules dermiques qui se préservent, eux, très bien. Donc avant de rentrer en la matière, je vais vous faire un petit point de compréhension. Ça sera pas très long, mais c'est, je pense, nécessaire. Avant d'aborder l'identification des dents, il faut quand même avoir ça en tête, c'est un rappel général. Il y a plein de bouquins qui existent, il y a plein de publications sur un PDF, je crois même vous donner des ouvrages spécialisés qui sont accessibles, qui sont compréhensibles par le grand public et qui sont sinon après plus poussés pour les spécialistes. Alors donc pour rappel, ce sont des poissons, ils vivent dans les eaux, uniquement dans les eaux. Alors essentiellement en mer, majoritairement, mais également pour certaines espèces, ils arrivent à subir, à avoir une salinité variable, donc on peut les retrouver dans certains cours d'eau, des fleuves essentiellement, et plus rarement des lacs. On a des exemples par le passé où on avait des animaux, surtout des raies qui vivaient dans les lacs comme dans la Green River il y a à peu près 45 millions d'années. Voilà, ça c'est fait, c'est rapide. Alors, pour la classification des requins, ça fait partie de la classe des chondrichthyens. C'est une classe qui regroupe en fin de compte plusieurs éléments, dont les holocéphales, qu'on appelle couramment dans les dépôts sédimentaires des chimères, mais c'est une très faible représentation de ce groupe-là, parce que c'est un groupe qui a été très florissant durant l'ère primaire et qui peu à peu perdu en diversité et qui reste cantonné maintenant à essentiellement des grands fonds. Alors, après, on a la sous-classe des élasmobranches. Donc, la sous-classe des élasmobranches, elle comprend les sélaciens, en gros, les requins, et les raies. Donc, voilà. Alors, il y a deux différences fondamentales entre les raies et les requins. Alors, les raies, là, on voit une maquette que j'ai mise. C'est un poisson-scie, couramment appelé poisson-scie, que beaucoup de gens prennent pour un requin, mais en fin de compte, il s'agit d'une raie. Les raies se composent de la manière suivante. Elles sont plates. Là, je vais vous montrer un deuxième spécimen qui représente une raie manta, toujours très plate. La bouche est ventrale. Vous voyez, alors bon, là c'est assez bien représenté. Là, celle-là, elle est un petit peu plus, elle est un peu moins ventrale chez les raies manta parce que ce sont des poissons pélagiques qui nagent entre deux eaux. Mais la plupart des raies, comme le requin, le poisson-scie, qu'on appelle le pristis, ont une bouche ventrale avec les fentes branchéales situées juste en dessous, en dessous des ailes, des nageoires pectorales. Et autre différence fondamentale avec les requins, c'est que ces nageoires-là, qui sont là, les nageoires pectorales, sont fusionnées avec la tête. Voilà. Donc ça, c'est une différence, c'est la grosse différence avec les requins. Maintenant, je vais vous montrer un requin, alors qui représente un petit requin léopard. Là, la grosse différence, vous voyez, c'est que on a les nageoires pectorales qui ne sont pas associées, qui sont pas soudées au crâne, au corps, qui sont libres. On a les fentes branchéales qui sont au nombre suivant les espèces de 5 à 7 fentes branchéales, et une bouche qui est plutôt
en face avant. Hein, voilà. Puisque la plupart sont des prédateurs, pas tous. Il y a beaucoup de requins, on le verra plus tard, des requins qui ne sont pas des prédateurs, mais qui mangent, on va dire, des coquillages. Alors c'est une forme de prédation, mais ils ont une dentition qui est adaptée à ça. Alors que, voilà, donc, bon, ça pour les requins. Alors, dans la nature actuelle, au niveau des raies, on a à peu près 225 espèces. C'est un groupe qui est apparu il y a environ 150 millions d'années au Jurassique moyen à supérieur. Les plus anciennes traces viennent de Solnhofen essentiellement. Et puis après, elles ont tendance à se diversifier, surtout à l'ère tertiaire. Pour les requins, dans l'actuel, on a une plus grande diversité, une plus grande diversité de formes. On a aussi bien donc des gros prédateurs comme ça que des requins pélagiques comme le requin pèlerin ou le requin le Rhacodontipus, le requin baleine ou éventuellement le mégamoute, qui sont des requins qui se nourrissent de plancton, hein, qui sont très grands puisqu'ils atteignent 20 mètres, enfin 20 mètres pour les requins baleines. On peut avoir des formes très petites, comme le requin, le Squalteh féroce, qui fait à peu près 20 cm, qui a des très petites dents caractéristiques. Donc on a, dans la nature actuelle, pour les requins, je l'ai dit, 425 espèces. Ils sont apparus au Dévonien il y a environ 420 millions d'années, mais il est possible qu'on retrouve des fossiles un petit peu plus anciens. Voilà. Bon, ce sont des animaux très anciens qui sont apparus bien avant les dinosaures, qui l'ont survécu, qui ont su faire preuve d'une adaptation très poussée. Alors certains ont des aiguillons dorsaux, hein, comme les raies. Certaines raies ont des aiguillons dorsaux, pouvant s'avérer mortels. Chez les requins, je n'ai pas connaissance d'aiguillons dorsaux pouvant occasionner des décès. Par contre, effectivement, la taille de certains spécimens, comme le requin bulldog dont on parle beaucoup en ce moment, peut éventuellement causer des décès par morsure, comme quelques rares autres grands requins, comme le longiman, qui est un carcariniforme, comme le requin blanc ou éventuellement le requin tigre. Mais hormis ces 4-5 espèces, il n'y a pas un danger majeur pour la plupart des humains, en sachant que nous, on va essentiellement se baigner en bord de mer quelques semaines par an, et les requins, pour information, ils vivent dedans depuis 420 millions d'années, donc ils ont largement développé des habitats très différents, très variés, aussi bien benthiques que pélagiques, bon, avec des modes de nutrition très différents. Voilà, alors là on arrête pour la présentation, je vais après vous parler des dents de requin. Voilà, alors pour ceux qui voulaient qu'on rentre plus rapidement dans le vif du sujet, ce que je comprends, mais il faut quand même, je vous dis, prendre en compte le fait de connaître au moins un petit peu ce que c'est qu'un requin et une raie, avant de s'engager dans la compréhension des dents. La différence fondamentale entre les deux, pour les dents de raie et les dents de requin, se situe essentiellement dans la racine. Hein, sur la racine. La racine a été... les racines des dents, c'est souvent ce qui manque pour beaucoup, et quand il reste qu'une couronne isolée, c'est parfois très difficile à vraiment affirmer à quoi on a affaire. Donc voilà, là on a deux types de dents de requin. Enfin, là sur la partie gauche on a du Striatolamnia macrota qui vient d'Ouzbékistan, et puis à droite là on a un Isuridé qui vient du Miocène vendéen. Globalement, ce qu'on peut dire pour les dents de requin, hormis quelques cas exceptionnels comme chez les requins, ce qu'on appelle grisets à fente branchée à la 5 ou 7 fentes, les dents du haut sont plus larges que les dents du bas. Alors là, on a un exemple typique. Là, j'ai une macrota qui est ici. Bon, hormis que ce soit un spécimen de toute beauté, parce que c'est des qualités de dents absolument parfaites. On a la racine, on a la cuspide principale, les denticules latéraux, et vous voyez surtout ce qu'on a, c'est une racine très large. Et donc la couronne aussi se retrouve
relativement large par rapport à la dent qui est inférieure, qui est de la même espèce, mais celle-ci est plus étriquée, plus courte au niveau des racines, et on a exactement la même chose chez donc l'Isuridé là du Miocène. Là on a une racine qui est très large, et la dent inférieure, une racine qui est plutôt étriquée. J'ai un peu de mal à faire la mise au point, mais voilà. Alors, ce qu'on note, là je les ai mis en position labiale, non, lingale, ouais, lingale, c'est-à-dire que en gros la langue serait en contact avec les faces internes de ses dents, et elle se présente comme ça. Quand c'est la mâchoire de l'animal, on les a comme ça. Et ce que la proie voit, c'est ça, c'est la partie extérieure. C'est plus plat. Et bon, la raison principale, c'est bien sûr quand c'est courbé et plutôt bombé, c'est pour rediriger les aliments vers l'intérieur de la gueule. Ça, c'est une des premières phases à comprendre. C'est une adaptation au régime alimentaire, ni plus ni moins. On a aussi d'autres formes qui sont plus anciennes. Là, on est sur un Squalicorax prisodontus du Maroc. Là, au mieux d'avoir des racines bien écartées, vous voyez, on a des racines qui sont pas fusionnées, mais presque. Enfin, voilà, qui sont moins écartées. Il n'y a pas de branches aussi écartées. Bon, ça fait partie d'un autre groupe de requins qu'on appelle les Anacoracidés. La plupart sont présentés comme ça. Maintenant, ce que je vais essayer de vous présenter, ce sera les dents de raie. Alors, concernant les dents de raie, là j'étais en train de parler des dents de requin. Là, je vous montre une file dentaire qui est à peu près complète d'une Daetobactis narinari, qui est une raie actuelle qu'on appelle raie léopard, qui existe, le genre existe dans le registre fossile. On le trouve énormément dans le bassin parisien entre autres, mais également dans beaucoup de gisements où on a des faunes qui sont supérieures à l'Yprésien. Voilà. Alors là, sont fusionnés. Ça, c'est assez caractéristique de ce type de raie. La partie avant est plus usée. Elle est donc elle était fonctionnelle au moment où l'animal a été pêché. Elles sont soudées, contrairement aux dents de requin qui ne sont jamais soudées. Donc là, c'est pour ça qu'on arrive des fois à trouver des palais, ce qu'on appelle des palais, c'est un abus de langage, mais des éléments articulés de raie à l'état fossile, parce que on le voit déjà à l'état actuel, on a bien cette fusion, mais bon, quand l'animal meurt, bien sûr, ça finit par se désarticuler. Et dans de rares conditions, comme les phosphates ou même des fois dans le bassin parisien, on peut arriver à trouver quelques éléments articulés chez les Miliobactis, qui sont à peu près proches des Aetobactis comme celle-ci. À la différence près, c'est qu'elles ont des dents marginales qu'on n'a pas ici sur ce spécimen. Donc ça c'est voilà. Je vous montre également un autre type de dent de raie. Là c'est la Rhina ancylostoma. Alors c'est une grande raie qui est parfois présentée dans les aquariums parce que c'est une raie qui est très docile, qui a des grandes dents, enfin des dents, et puis qui, vous voyez, par rapport à la taille des dents, vous voyez chaque dent, là, chaque petit point, ça représente une dent. C'est relativement petit et il y a beaucoup de clades actuels et aussi dans le registre fossile qui sont constitués comme ça. Alors pas avec la même morphologie, mais avec à peu près la même disposition, on va dire, de petites dents qui sont imbriquées les unes dans les autres. Donc c'est pour ça que des fois on voit une identification, on dit mais comment ils peuvent faire pour dire que c'est une raie et qui se nourrit de tel ou tel animal? Tout simplement parce que là, on a des éléments comme ceci qui, lorsqu'ils étaient sur ce spécimen qui est encore relativement frais, étaient en place et imbriqués les uns dans les autres, formant un véritable tapis, une surface abrasive et écrasante.
Et donc, si on trouve ces dents-là totalement isolées dans le registre fossile, bien sûr, on aura des difficultés pour replacer ça dans le contexte. Alors là, on a la partie inférieure et supérieure. C'est une raie qui peut faire 3-4 mètres de long, qui en plus d'avoir de très belles dents, là, comme celle-ci, elle a aussi des plaques osseuses sur le dos, qu'on appelle des écussons de raie, et qui, dans le registre fossile, arrivent à se fossiliser suivant les types de dépôts. Bon, là, ce qu'il faudrait, je vous montre également, je vous montrerai ça sur des photos dans le film, c'est de bien montrer le système racinaire, parce que les dents de raie sont très très différentes des dents de requin, même s'il y a certaines espèces de requins comme les Mustelus ou les Heterodontus qui ont des systèmes racinaires un peu plus proches. La majorité des requins, on va dire, ont une dentition comme je vous ai montré au départ. C'est-à-dire qu'ils ont une dentition droite, plutôt soit lisse sur le côté avec une carène tranchante, soit ornementée ou avec des serrations, comme chez certains clades de requins, donc on appelle les carcariniformes, et qui est une grande famille de requins qui commence à être présente à partir de l'Éocène. Mais dans l'actuel, on a essentiellement des carcariniformes et pas trop de lamniformes. Bon, ça, éventuellement, j'en reparlerai sur une autre vidéo pour pas trop déborder. Mais globalement, toutes les espèces de requins ont des formes assez différentes. Hein, aussi bien, on va avoir des grandes dents, là, comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est plutôt des requins, ce qu'on appelle pélagiques, qui nagent, qui chassent des proies. Alors bon, suivant les périodes, les proies seront adaptées. Généralement, ce sont des poissons, mais si on avance dans le registre fossile vers l'actuel, on va dire à partir de l'Oligocène, on peut avoir des proies qui sont constituées par des animaux marins, comme les baleines, les cétacés, voilà, des choses comme ça, qui n'existaient pas auparavant et qui constituent pour certains prédateurs ultimes, comme l'Otodus mégalodon, une ressource alimentaire non négligeable. Dans le registre actuel, on sait que certains requins peuvent attaquer essentiellement pas des grosses baleines, mais surtout des phoques ou éventuellement des dauphins. Bon, possible qu'il y ait d'autres traces, hein. On ne connaît pas tout, la nature est très vaste et on n'a pas forcément tous les éléments qui nous arrivent et qui sont connus. Mais bon, voilà, là je voulais vous montrer surtout la différence entre les raies, les requins. On voit un mode d'ancrage des dents qui est très différent. Je vous montrerai après d'autres éléments. Alors, là je reviens sur les raies. Je vous ai parlé tout à l'heure du fameux poisson-scie, là, donc qui est une raie. Elle a un rostre. Et ça a une petite particularité chez ce type de raie, c'est qu'on a non seulement des dents dans la bouche, hein, qu'on appelle des dents buccales ou orales, mais également des dents sur le rostre. Et ce sont des dents qui se fossilisent assez bien, parce qu'on en connaît pas mal dans le registre fossile. Ce sont des dents qui ne sont pas émaillées. Donc déjà, ça en fait une caractéristique. C'est-à-dire que la dent en elle-même n'a pas d'émail comme sur les dents de raie ou dents de requin. On a des dents, des fois rostrales, qui peuvent ressembler à ça et qui sont émaillées. Alors là, ça vient d'un autre type de poisson, qui est toujours dans la classe des chondrichthiens. Ça vient généralement ce qu'on appelle des requins scies. Qu'on appelle les Pristiophorus. Alors ceux-là, ils ont des dents émaillées. C'est comme ça qu'on peut faire la différence. Si on a une dent non émaillée sur un rostre, on est sur du Pristis. Si on a une dent émaillée, on est sur du Pristiophorus. Voilà. Donc ce sont deux animaux différents, bien qu'ils aient une convergence évolutive, c'est-à-dire que ils ont des formes proches, tout en ayant appartenant à des clades différents. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve régulièrement dans le registre fossile. On a des éléments de convergence. Quand on est confronté à un problème identique, on va développer des solutions identiques.
Toutefois, il y a des différences notables, puisque là, les dents ne sont pas, elles sont implantées dans une encoche. Chez les Pristiophorus, ça pousse dedans. Voilà. Donc ça, c'est une petite différence. Alors, je sais pas si on le verra là-dessus. Là, sur la partie, on pourrait peut-être distinguer par rapport à d'autres parties, là, vous voyez, qui sont plus claires. Les parties plus claires sont dépourvues de petits éléments qu'on appelle